Bonjour. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un processus assez fascinant. Comment on passe d'un simple clic, d'un formulaire rempli en ligne, à une vente, une vraie vente chez la personne. Mhm. Nos sources parlent de danse subtile pour le coup de fil qui vise le rendez-vous et de théâtre grandeur nature pour la vente elle-même. Ça donne une idée, hein. C'est pas juste de la tchatch, il y a tout un art derrière. Oui, c'est ça, c'est une vraie chorégraphie. Exactement. Donc, on va explorer ce parcours client en deux temps. D'abord le téléphone, puis la visite à domicile. On s'appuie sur des guides assez pratiques qui détaillent les techniques, les astuces. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les conseils concrets, la psychologie derrière tout ça, et puis aussi les erreurs à pas faire. Bon, alors on y va? Décortiquons ça. Ce qui est passionnant, je trouve, c'est cette idée de deux phases, bien distinctes, mais liées, évidemment. D'abord, convaincre la personne, au téléphone, de juste ouvrir sa porte. Oui, Et seulement après, une fois qu'on est chez elle, convaincre d'acheter. Et tout l'enjeu, c'est la fluidité entre les deux. La transition, elle est clé. c'est un très bon point. Alors, attaquons cette première phase, l'appel téléphonique. Comment on transforme cet intérêt un peu vague, ce curieux, comme disent les sources, en un rendez-vous bien réel? Mhm. Parce que l'objectif là, il est clair. C'est pas de vendre le produit tout de suite. C'est juste de donner envie, de créer assez de confiance pour que la personne dise OK, venez. C'est ça, susciter l'intérêt pour une rencontre. Et apparemment, les toutes premières secondes, cruciales. Faut pas se louper. La voix, le rythme, le sourire, même au téléphone, ça s'entend, paraît-il. Ah oui, complètement. Les bases gains se présenter clairement, prénom, société, et surtout rassurer, rappeler pourquoi on appelle, faire le lien avec l'action de la personne. Un exemple donné, c'est Bonjour Monsieur Martin, ici Marc de Société. Vous aviez demandé des infos sur produits, c'est bien ça? Bon, je vous appelle pour qu'on voit ensemble si ça peut vous aider. C'est direct, ça justifie l'appel. Ouais, ça cadre tout de suite. Et il y a un truc à bannir absolument, c'est le fameux Vous avez 2 minutes. Hmm. Pourquoi c'est si mal vu ça? Parce que c'est la porte ouverte au non, tout de suite. Ou alors ça met la personne sur la défensive. Elle se dit, oula, on va me prendre mon temps, pourquoi faire? D'accord, je vois. L'alternative, c'est de répondre immédiatement à sa question silencieuse. Ok, pourquoi je devrais vous écouter? Qu'est-ce que j'y gagne? Et là, les guides parlent de 3 leviers principaux. D'abord, le bénéfice direct, concret. Genre, nos clients économisent en moyenne 25%. Ah oui, ça parle. Ensuite, la preuve sociale. Très fort ça. On travaille déjà avec pas mal de familles dans votre secteur. Elles sont plutôt contentes. Ça rassure, ça rend le truc normal si on veut. Mhm. Et enfin, un petit sentiment d'urgence ou d'opportunité. Justement, j'ai quelques créneaux pour une démo rapide cette semaine près de chez vous. Mais toujours parler en avantage pour la personne. Pas de blabla technique. Lui montrer ce qu'elle a à y gagner, elle. Ok, très clair. Mais bon, même si on a bien accroché, les objections, elles arrivent souvent, non? Le fameux «j'ai pas le temps, c'est pas le moment, faut que je réfléchisse». Comment on gère ça sans braquer la personne? Ah oui, c'est presque systématique. Et c'est normal, c'est un réflexe. L'important, c'est l'approche. Pas de confrontation. D'accord. Si on vous dit j'ai pas le temps, au lieu de dire mais si, juste 5 minutes, on peut répondre un truc comme je comprends tout à fait, tout le monde court après le temps. C'est pour ça que je propose un échange très court, hein. 20 minutes, ça suffit pour avoir les infos clés. Vous seriez plus dispo quand? Plutôt fin de journée ou un autre jour peut-être? Ah oui, on accuse réception de l'objection en fait. On montre qu'on a entendu. Exactement, on valide, puis on propose une solution souple. C'est beaucoup plus fin que d'ignorer ou de contrer direct. Et psychologiquement, qu'est-ce qui se passe là? Ben, en gros, on accompagne la réflexion, on s'oppose pas. Si on attaque une objection au front, la personne se crispe, elle renforce sa position. Là, l'idée, c'est plutôt de la désamorcer en douceur. D'accord. On reformule. Si je comprends bien, le moment n'est pas idéal pour vous là. On rassure sur ce que ça implique vraiment. C'est juste un petit rendez-vous rapide. Et hop, on utilise l'objection elle-même pour justifier le rendez-vous. Pour le «je veux réfléchir», c'est pareil. Mais c'est tout à fait normal de vouloir réfléchir. Et justement, ce rendez-vous, c'est fait pour ça. Pour vous donner tous les éléments, pour réfléchir tranquillement, avec toutes les cartes en main. On se cale un petit créneau pour voir ça. Malin, on recycle l'objection en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. On la transforme en raison de se voir. D'accord. Et alors, le moment de vérité, comment on conclut l'appel? Comment on verrouille ce rendez-vous? Il y a une technique qui revient souvent, c'est les choix fermés. Ah oui, la technique classique mais efficace. L'idée, c'est de pas demander si la personne veut un rendez-vous, parce que ça ouvre la porte au non. Mhm. On présuppose l'accord et on propose directement des options concrètes. Genre, bon,
Pour qu'on puisse regarder ça en détail ensemble, je peux passer soit mardi soir vers 18 h, soit jeudi matin à 10 h. Qu'est-ce qui vous arrangerait le mieux? D'accord, ça guide la décision. Exactement. Et une fois que la personne a choisi, il faut confirmer. Mais de manière dynamique, énergique. Parfait, c'est noté pour jeudi 10 h. Je confirme bien à votre adresse. Adresse. C'est tout bon? Et le fait de répéter l'accord comme ça, à voix haute, ça a un intérêt particulier? Oui, psychologiquement, ça ancre l'engagement. La personne l'entend, elle se projette déjà un peu. Ça rend le truc plus réel, moins abstrait. D'accord. Certains conseillent même d'ajouter un petit truc pour valoriser encore plus le rendez-vous. Si vous avez vos dernières factures sous la main, ce serait top. Ça nous permettra de faire une simulation vraiment sur mesure. Ça donne de la valeur et ça prépare déjà le terrain pour la suite. Ok. Donc, si on résume ce premier acte au téléphone, une bonne entame, rapide, rassurante, une accroche basée sur les bénéfices, une gestion souple, empathique des objections, et une conclusion qui guide vers le oui pour le rendez-vous. C'est un scénario, c'est pas de l'impro total. C'est une structure bien pensée. Bon, alors, imaginons, le rendez-vous est pris. On passe à l'acte 2. Changement de décor, on n'est plus au téléphone, on est sur le pas de la porte, puis dans le salon du client. Comment on transforme l'essai, là? Alors, là on entre dans le fameux théâtre. Et comme au théâtre, l'entrée en scène est primordiale. Les premières secondes, quand la porte s'ouvre, c'est déjà une partie de la décision qui se joue. Ah oui, à ce point. Oui, oui, l'impression qu'on donne. Donc, les bases, sourire franc, regard direct, une poignée de main assurée, en faisant attention au contexte sanitaire bien sûr, et une tenue impeccable, soignée. Logique. Mais il y a un détail intéressant soulevé dans nos sources, l'adaptation. Par exemple, si le client enlève ses chaussures en entrant chez lui, proposer de faire pareil, c'est un signe de respect fort. Ça montre qu'on respecte son espace. Astucieux. Et puis, pour détendre l'atmosphère, briser la glace avec une petite remarque positive, mais sincère, sur quelque chose d'anodin. « Ah, vous avez une très belle vue, c'est très lumineux ici, votre jardin est agréable. » Un petit truc pour humaniser le contact avant de parler boulot. D'accord. Créer une connexion rapide, et ensuite... Une des sources parle d'une phase de découverte avant de présenter quoi que ce soit. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de ne surtout pas se précipiter pour déballer son argumentaire produit. Avant de parler de la solution, il faut parler du client. Comprendre ses motivations, ses attentes, ses problèmes. Comment on fait ça concrètement? Avec des questions ouvertes, surtout pas de questions fermées où il répond juste par oui ou non. Plutôt, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce type de solution? Pour vous, qu'est-ce qui serait vraiment important dans ce domaine? Comment vous imaginez la situation idéale? Et ça sert à quoi, au fond, de le faire parler comme ça? C'est double. D'abord, ça donne des munitions en or pour personnaliser la suite. On va pouvoir adapter notre discours à ses mots, à ses besoins. Et deuxièmement, peut-être le plus important, ça implique le client. En parlant de lui, de ses attentes, il devient acteur. Il n'est plus passif à écouter un vendeur. Il participe à la recherche de sa solution. Ça crée de l'engagement émotionnel. Je vois, c'est logique. Et après cette phase d'écoute vient la démonstration, le moment où on présente le produit ou le service. Comment on rend ça impactant, vivant, comme disent les sources? Alors, faire vivre le produit, ça veut dire le sortir de l'abstrait. Le rendre concret, désirable et surtout pertinent pour cette personne précise. Ok. On commence par raccrocher au besoin qu'il vient d'exprimer. Tout à l'heure, vous me parliez de votre souhait, de son objectif. Eh bien, regardez comment notre solution répond justement à ça. On personnalise. Exactement. Ensuite, il faut solliciter les sens, si possible. Faire toucher, manipuler, essayer. Montrer des preuves tangibles, des chiffres d'économie basés sur ces factures, pas des chiffres génériques. Des témoignages de voisins, peut-être. Des photos avant-après qui parlent d'elles-mêmes. D'accord. L'objectif, c'est que la personne puisse presque s'imaginer déjà en train d'utiliser la solution, d'en profiter. C'est plus une expérience qu'une simple présentation. Et il y a cette règle des 3 bénéfices maximum qui est mentionnée. Pourquoi se limiter? On pourrait croire que plus on argumente, mieux c'est, non? C'est un peu contre-intuitif, c'est vrai. Mais c'est une question de charge mentale, si on veut. Si on bombarde la personne avec 10 arguments, aucun ne va vraiment ressortir. Ça devient confus. Le cerveau retient mieux quelques points clés bien martelés. Donc, on choisit les 2 ou 3 avantages qui collent le mieux à ce que le client a dit pendant la phase de découverte et on se concentre là-dessus. C'est beaucoup plus efficace. Mieux vaut planter 3 clous bien droits que d'en éparpiller 15. D'accord, compris. Privilégier la clarté, la pertinence. Bon, on avance. Arrive le moment souvent redouté, l'annonce du prix. Comment on gère ça en douceur? Il y a cette technique du sandwich.